Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous tous pour avoir pour nous rejoindre dans ce National Roadshow Series qui visite aujourd'hui la Tunisie d'une manière exceptionnelle, puisque naturellement le National Roadshow Series c'est une initiative qui entre dans le cadre du projet Fair Impact initié et supporté par la communauté européenne et, et qui s'adresse à connecter et promouvoir les initiatives FAIR à l'échelle nationale et dans le cadre de la communauté européenne. Et comme je l'ai dit, c'est aujourd'hui, il fait exception et il rend visite à la Tunisie grâce à une invitation particulière de notre ami Joy Davidson, qui, qui fait partie de l'implementation team du projet Fair Impact afin de promouvoir les actions entreprises par l'équipe de CNUDS dans le cadre du projet Fair Impact et globalement promouvoir les pratiques faire à l'échelle internationale. Donc, vous allez avoir plus d'idées sur ce projet Faire Impact tout à l'heure avec notre ami Joe Davidson qui va nous présenter tout de suite après cette petite introduction que je vais vous faire sur ce webinaire, juste pour vous rappeler que notre ami Joy Davidson fait partie fait partie, est un membre de l'implementation team du projet Fair Impact. Elle est aussi, elle est aussi associate director at the Digital Curation Center à l'Université de Glasgow. De Glasgow. Euh, il y a aussi notre ami Salomé Landel qui va nous présenter l'action, le support National Action Plan dans le cadre du projet Faire Impact euh, euh, initié au début du mois de janvier. Je vous rappelle que Salomé fait partie de la direction des données ouvertes au sein du CNRS France et elle est chargée de mission au sein du CNRS. Après quoi, je vais vous représenter les actions entreprises par l'équipe de CNUS, en particulier le plan d'action national euh, FAIR, qui a été développé par le CNUS Team dans le cadre du projet FAIR Impact. Mon collègue Slahadine va vous présenter de suite le, 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 le plan d'action développé pour promouvoir et pour améliorer les pratiques faites au sein de notre repository piste. Après, on va terminer en beauté avec notre frère Bassem Amira qui va nous présenter euh, euh, notre projet consortium de Haïti, le consortium de Haïti tunisien tunisien, un projet qui a eu un grand succès à l'échelle nationale en Tunisie. Et on va finir, excusez-moi, et on va finir avec une session de questions-réponses pour répondre à vos questions et interrogations. OK? Donc, je vais commencer juste avec une petite introduction pour introduire les principes FAIR pour ceux qui ne connaissent pas ces principes, pour ceux qui ont déjà euh, qui connaissent ces principes ou ces pratiques, c'est une opportunité d'y discuter
le déploiement et l'implémentation de ces pratiques. Donc, le faire finalement, ok, le FAIR, c'est finalement l'acronyme de Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Findable pour dire facile à trouver par l'homme et la machine, et non pas facile à trouver. Facile à trouver par l'homme et la machine grâce à l'implémentation de certaines pratiques telles que l'identifiant pérenne et unique, des métadonnées riches et une indexation utile à la fois pour les hommes et les robots et les machines. Accessible, c'est grâce à les métadonnées doivent être accessibles via des protocoles ouverts et standards tels que les protocoles, les interfaces API, le protocole OAIP-MH, ou bien d'autres protocoles qui permettent les échanges de données dans un format standard et reconnu par l'ensemble des entrepôts qui servent les métadonnées. Pour qu'ils soient accessibles aussi, ces documents doivent être préservés et accessibles à long terme. Parce que, comme vous le savez, si ces données ne sont pas accessibles à long terme, et il y a toujours un changement dans les adresses et dans l'implémentation et le stockage de ces données, il serait très difficile d'accéder d'une manière pérenne à ces données. La troisième pratique, excusez-moi, ou bien la troisième pratique ou le troisième principe, c'est l'interopérabilité qui nécessite l'usage d'IPID. L'IPID, c'est les persistent identifiers, tels que l'IDOI, les ORCID, l'erreur ou n'importe quel identifiant unique qui nous permet d'identifier les ressources d'une manière, les ressources et les objets d'une manière unique et d'une manière unique. Mais en plus de ces identifiants uniques, nous aurons besoin de formats d'échange standards tels que le double encode, le JSON, l'XML, ces formats d'échange nous permettent d'échanger les données entre les entrepôts ouverts ou d'une manière ouverte et d'une manière simple et pérenne. Finalement, c'est ce Findable, Accessible, Interoperable. L'objectif derrière, à mon avis, c'est de permettre la réutilisation de ces ressources, c'est-à-dire les ressources identifiées ou citées par les métadonnées dans les différentes phases mentionnées. Donc, finalement, l'objectif, c'est que ces ressources doivent être réutilisables par d'autres chercheurs ou d'autres personnes autres que l'auteur de ces ressources. Pour ce faire, il faut avoir des licences d'usage, des conditions d'utilisation et un cadre juridique permettant l'exploitation et la réexploitation de ces ressources. Finalement, ce sont les 4 principes ou pratiques. Il y a toujours cette nuance entre principe, pratique du faire, puisque, à mon avis, c'est plutôt des actes opérationnels. Donc, c'est une tendance opérationnelle qu'une abstraction pour qu'ils soient des principes. Donc, le débat est toujours ouvert entre quels termes faut-il utiliser. Mais finalement, ce sont des pratiques
utilisés dans le domaine du data management. J'espère qu'avec ça, vous avez eu au moins une petite idée sur ces principes et qu'on peut ouvrir le débat sur l'implémentation de ces pratiques. OK. CNUS-CFR. Le CNUS, c'est le Centre national universitaire de documentation scientifique qui est basé en Tunisie et qui a pour mission principale de collecter l'output de recherche à l'échelle nationale et le rendre visible à l'échelle nationale et globale. L'expérience de notre centre avec le FAIR a commencé dans le cadre du projet Invenu et Invenu RDM via l'usage de PID, via le schéma DataSite ou le schéma Marc-Pontivar, ou via les protocoles d'échange tels que utilisés par les interfaces API, ou le protocole OIPMH, finalement, et aussi via les spécifications signposted. Ces actes opérationnels ou ces pratiques nous ont conduit à à développer, à chercher une vision plus globale qui va nous permettre de synchroniser ces différents actes qu'on a ou ces différentes pratiques qu'on a utilisées dans ces deux projets, c'est-à-dire Invenu et Invenu RDM, pour nous permettre de généraliser ces pratiques à l'échelle nationale. D'où l'intervention du projet Fair Impact qui nous a permis, grâce à deux actions majeures qui sont le programme, excuse-moi, programme d'appui pour l'élaboration de plans d'action national pour l'implémentation des pratiques FAIR et le programme d'appui au dépôt et au service de données. Ces deux programmes nous ont permis de développer une vision plus globale et plus réfléchie de l'usage de ces pratiques. Ce sont deux actions très costauds qui, grâce au support de l'équipe du projet Fair Impact, nous ont permis de développer deux plans d'action majeurs qui sont le plan d'action pour l'implémentation des pratiques FAIR à l'échelle nationale et les plans d'action pour améliorer et développer les pratiques FAIR au sein de notre repository. Vous aurez plus de détails à propos de ces deux actions dans les présentations qui suivent. Ceci est le timeline du premier action, le premier programme d'appui. Il a commencé au mois de février, il a terminé au niveau du mois de septembre, juste pour vous donner une idée sur l'ampleur des actions et de ce programme costaud dans lequel la Tunisie, via le CNUS, a participé à ce programme. Le deuxième programme, pareil, il a commencé au mois de janvier et s'est achevé à la fin, au début du mois de septembre. Donc, ceci juste pour vous donner une idée sur l'ampleur du travail que l'équipe de CNUS a développé avec le support de l'équipe du projet Fair Impact. Justement, ce que vous voyez ici, c'est l'équipe du CNUS. Elle est constituée principalement par Madame Amel Smaoui Jemni, qui est la notre directrice générale, moi-même et nos chers collègues Bassem Amira Islahati. Avec ça, je termine cette première introduction et je cède la parole à Joy. Yes, please. Joy, thank you. Merci, Chokri. Je suis désolée, mais je ne parle pas bien le français, donc je parle anglais.
So apologies for that, but my French is limited to pretty much what I've just said. So I'm just going to spend a few minutes explaining a little bit more about the Fair Impact Project. So thank you very much to Shokri for that introduction. And as you've heard a few times already, the Fair Impact Project is giving a lot of support. So I just wanted to spend a few minutes and explain a little bit about who we are and what we're doing. So in a nutshell, the Fair Impact Project is a coordination and support action, which is funded by the European Commission. And we are looking to try and support the adoption of fair enabling practices across the European Open Science Cloud community. And for those of you who don't know the European Open Science Cloud, it's a large-scale infrastructure project in Europe, and it's looking to support the production and reuse of fair data across Europe. So it's a fairly large project. We have received 10 million euros. We've been around now for almost 2 years, just over 2 years actually. Started in June 2022, and we are just going into our final year, and we'll finish up at the end of May 2025. So we are a coordination and support action, and for those of you who maybe don't know what that means, the primary aim for Fair Impact is really about giving practical support. So we're not looking to do too much on the research and development angle, but really we're being funded to provide support and to help with uptake and implementation. We're a large consortium, so we have about 28 partners. I'm representing the Digital Curation Center, and we have, as you can see here, quite a lot of other partners. We come from 10 member states across Europe and also the UK. So a large group of us working to support the implementation of FAIR. So as I mentioned, really the key aim for us is to support different levels of stakeholders to become more fair enabling and to adopt fair enabling practices. We're working at, as Chokri already mentioned, we have some support at the national level, but we're also looking to support at the institutional level because quite a lot of work practices are informed by what is available at the local level. We're also working with service providers like data repositories and data service providers. And that again is to make sure that the service providers are becoming more fair enabling. So those are the main target groups we've been working with, and we will talk a little bit about the kinds of support we're doing in a few minutes. But basically, the key aim for us was not to reinvent any wheels. We know that there's been a lot of work done over the last 5 or 6 years to develop tools, approaches, and methods for becoming more fair enabling. And we wanted to maximize these existing tools and also to try and translate any emerging tools that are coming through some of these new projects and helping people to understand how and when they might be able to use them. So a part of what we've been trying to understand is figuring out what's worked well for one community of practice and trying to take that lesson and share it with other people. So that's a big part of what we're trying to do. In addition to that, we're also trying to define some recommendations and guidelines to help people to try and understand what they might want to take forward to become more fair enabling and to realize that vision of a fair European Open Science Cloud. So that's in a nutshell what we're trying to do. The way the project is structured, as I mentioned, we've got 28 partners and they are all working in one of 7 work packages. I think the key themes we're addressing in the Fair Impact Project relate to persistent identifiers, and Shokri already mentioned that these are central to the FAIR principles. We also are looking at metadata and ontologies and other semantic artifacts. And again, these are really critical to the realization of the FAIR principles. We have a work package that is focusing primarily on the certification of data repositories, trying to improve the availability of trustworthy and fair enabling data repositories, and also looking at the kinds of metrics that could be used to assess
not just the data repositories themselves, but also the data and other digital objects that are held within them. So we're doing some work to come up with metrics for research data and also for research software, which is a core theme for the project. Another key area for us is interoperability, and this is both technical, but also looking at legal and organizational interoperability, because again, so much of how we can work better collaboratively depends on how we work at the organizational level, and we have to understand those barriers and challenges so that we can start to address them. I lead work package 2, which is the engagement and adoption and implementation work package. And I just wanted to spend a few minutes giving you an idea of the kind of support that we've been offering so far. So we have 3 main types of support activities in the FAIR Impact project. The first is what we call Route 1, and this is through dedicated guidance and one-to-one supports. And I'll talk through a little bit more detail each of these in a minute. The second is what we're calling Route 2 support, and this is just a little bit of financial support to test specific tools, approaches, and solutions. And our third route is through some public workshops and webinars. So this screenshot here is a basic kind of structure that we've come up with, and this is to underpin our in-kind support, so the Route 1 support programs. And this particular framework, what we've tried to do here is to really step back from just looking at tools and approaches, which are certainly useful when you're trying to become more fair enabling, but not always the only thing that you need to consider. So we wanted the different stakeholders we are working with, and in this case is the national level initiatives. We have a support program for them. For the research performing organizations, we have another support program dedicated to them. And finally, for the repositories and data service providers, there was a support program targeted to them. But they all use the same basic framework. And the idea here is that you really need to start by thinking about what is your driver? Why do you want to become more fair enabling, so that you can understand, you know, if you have to ask for some investment perhaps from your organization, you understand why they might want to support this. So it helps you to think about why you want to do this and how you might be able to hopefully leverage some support at your organization or service or country to be able to make that happen. The second is you have to start to think about where you are now. What kind of capabilities do you have, both in terms of hard infrastructure, so tools, repositories, that sort of thing, but also more importantly, the softer side of infrastructure. Do you have people with the right skills and the right kind of capacity to provide support and guidance to researchers to begin to adopt the FAIR principles? Central to the whole program is this ability to understand that you really do need to engage with other stakeholders within your organization or service or at the country level. You can come up with an action plan on your own, but I think most importantly, these things work when you're working in collaboration with others. So a key part of the support was to get people thinking about how they identify others they need to work with and how they start to make that happen. Looking for different tools and implementing them, that was something that we encourage people to do through the programs, and they get a little bit of support with their mentors to do that. So there was some one-to-one guidance from mentors and also some thematic workshops where people could look at different options and then start to think about what might be right for them. And the second and last steps of the framework are really about trying to refine your process, because as we went through and helped people develop action plans, I think many people started with very ambitious plans and had to refine them to become more realistic. And that was, you know, really what we were hoping, is that people will start to look more pragmatically about what they can do and to make sure that their plan is a living and a flexible document so that they can take it forward and continue to progress the implementation of FAIR. And the final stage of that framework is to share the experiences, because FAIR is relatively new. I mean, it's been around since 2016 as a concept, but the practical implementation of FAIR is something that I think for most organizations and services is still relatively in the early stages. So we're all basically learning as we go, and a key aim for our support program is to share the lessons learned. And this kind of event that Shokri is organizing today is one great way to do that.
So the other kind of support that we provide is some financial support, and this is the Route 2 support that I mentioned. This is basically for those who are maybe a little bit more advanced and they want to focus on a very particular area that they are interested in. We had defined support actions that we presented through 2 open calls so far. And within these support actions, participants can apply to get a little bit of funding, really just to buy out their time, to try different fair enabling tools and approaches. So for example, we had an open call where we allowed people to apply to join a support action where they tested out different fairness assessment tools, such as Fuji, OFAIR, and FOOPS, and got a chance to try them out with a little bit of guidance from some of the tool providers and also a little bit of support from their peers. So those open calls are really just giving people a chance to benefit from some money, because quite often it can be hard to find the time to do the testing of these tools if you don't have a good reason to step away from your day job for a few days. So the rationale behind these support actions is really just to give people a bit of money to help them to make that case to do the testing, and to hopefully, again, help feedback into the tool providers some of the lessons learned, and hopefully help to refine the tools from that level as well. So I just wanted to mention we do have one more financial support open call coming up, and it will be starting on the 30th of September. So if you're interested, keep an eye on the website, and we should have some support actions there for you to have a look at. The last one is the FAIR implementation workshops. These are free and open to all, and you can keep an eye on the website and join any of these. They're hour-long sessions and just helping to share examples of what people are doing. Some quick stats. We've supported about just over 120 teams and almost 300 participants comprised in those teams so far, and we have another year to go. So we're doing quite well in terms of the numbers we're supporting. And I just wanted to leave you on a couple of resources that you can go away and check if you're interested in the FAIR Impact project. The first is the FAIR Implementation Catalog, and this is just some pointers to perhaps some useful tools and methods and solutions that you can start to consider using. And we've tried to describe them and give you an idea of what they're meant to do, who should use them, and what level of skill you might need to make use of them. So you can have a look at the resources we've collected there. We also are publishing, based on the support programs, what we're calling FAIR implementation stories. And these are just very short documents written from the point of the view of the people who took part in the support programs and support actions, just describing what they did, importantly, outlining any challenges that they faced, and hopefully giving people a little bit of inspiration and some tips and advice on how they might be able to overcome challenges if they do something similar. And the final one is just to say that we have a FAIR Impact community on Zenodo, and all of the outputs from the project are public and open. So if you're interested in any of this, you can take a look at our Zenodo community and access all of the deliverables there. So that's it for me. And I think at this point, I'm going to hand over to Salome. So thank you very much. Thanks, Joy, and thanks, Chokri. Good afternoon, everyone. I'm going to share my screen. I think you can all see it now. So yes, this afternoon, I'm going to... Et déjà, je vais parler en français parce qu'on a commencé merci beaucoup. en anglais. Merci beaucoup, Salomé. Bien évidemment. J'ai eu peur que ça soit pas l'anglais parce que mes collègues parlent peu d'anglais aux alentours. Donc, l'idée est de disséminer toutes ces informations en français. Je souhaite tout d'abord remercier Joy pour la qualité de sa participation et pour son support permanent à notre équipe et à la Tunisie en particulier. Et je souhaite vous remercier aussi pour votre temps et votre support tout au long du mentorship de ce support programme. À vous la parole, cher Salomé. Merci beaucoup. Merci Chokri et merci Joy. Donc, on continue en français. Moi, je vais vous présenter plus précisément un des programmes qu'a
évoqué Joyce, donc le programme de soutien pour les initiatives nationales pour donc les principes FAIRE. Donc on a organisé ce programme en tant que membre du projet Faire Impact. Donc comme l'a présenté Chokri, au sein de la direction des données ouvertes de la recherche du CNRS, on était leader sur ce programme de soutien. Donc, pour vous donner quelques chiffres, ce programme a accompagné 4 organisations qui participaient, donc qui venaient à la fois d'Europe et avec CNU, DST, CNUTS, aussi d'autres continents, des Pays-Bas, du Luxembourg, d'Espagne et de Tunisie. Donc, le programme a commencé en janvier 2024 et a duré donc 8 mois jusqu'à début septembre. Il était à la fois composé de sessions thématiques, c'est-à-dire on a invité des intervenants pour parler de sujets spécifiques, et de sessions d'échange pour apprendre aussi les uns des autres et faire en sorte que les participants puissent échanger sur leur plan d'action, sur leur contexte et essayer aussi de trouver des solutions ensemble, en sachant que peut-être certains voyaient quelque part des enjeux et d'autres avaient déjà trouvé des moyens de les surmonter ensemble. Donc c'était aussi l'objectif. Et puis aussi un suivi disons, bilatérale des participants pour aussi assurer le bon déroulement de développement de leur plan d'action. Donc voilà, en tout, ça représente environ 28 heures de soutien sur 8 mois pour les accompagner dans le développement d'un plan d'action pour le faire. Donc nous, la particularité pour ce programme de soutien, en sachant qu'il y en avait 3 qui étaient mis en œuvre en parallèle, c'est vraiment, un focus sur, les initiatives nationales, donc des organisations qui ont un périmètre qui permet à la fois de rassembler des solutions pour les principes FAIRE et de les disséminer au sein d'autres organisations qui sont sur le territoire et qui peuvent avoir un impact sur le sujet. Donc on peut citer les universités, les communautés de recherche, les infrastructures de recherche, mais aussi parfois les bibliothèques, enfin, tous les différentes parties prenantes qui peuvent aussi accompagner à la dissémination de ces principes FAIRE dans le milieu de la recherche. Et nous, dans ce cadre-là, avec ce périmètre, vraiment, la question principale, c'était au niveau d'un pays, comment développer un plan d'action pour le faire, pour les principes FAIRE. On peut au départ se dire qu'on peut avoir une vision très conceptuelle, voire, de se dire qu'on peut mettre en œuvre un nœud pour le faire, un FAIRE Hub, qui rassemblerait à la fois des règlements, une gouvernance, des infrastructures, un soutien technologique, des formations et qui évaluerait aussi la politique, publique mise en œuvre au travers de ce hub et idéalement qui rassemblerait donc une équipe rassemblerait toutes ces composantes pour, mettre en œuvre au niveau national les principes FAIRE. Ça, c'est la vision conceptuelle et en même temps, à la fois à la lecture de notre contexte français, mais aussi à la lecture des contextes européens, on se rend compte que selon les pays, déjà, il y a des organisations administratives et politiques qui sont très différentes. Puis il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà été mises en œuvre et donc on ne peut pas calquer un modèle dans chaque pays parce que chacun a son histoire, son contexte, et cetera et que ça nécessitait aussi un travail d'analyse de ce qui était déjà fait, de ce qui pouvait être fait, ce qui était alors là, on va parler en termes administratifs dans les compétences de chacun, c'est-à-dire quel était le périmètre, de chacun pour, rassembler ce qui était déjà possible et avancer, faire avancer ensemble le contexte national pour un plan d'action, mais qui allait probablement rassembler plus d'un acteur et qui allait demander aussi de la coordination, au niveau national. Et donc voilà, donc là, on dit: «Bon, bah, c'est toujours l'objectif de développer un plan d'action pour, les principes FAIRE, mais sur la base de leur contexte, de leur réalité, de ce qui était possible, selon ce qui était fait dans le pays et l'organisation, du pays». Donc nous, notre premier conseil, c'était d'analyser ce qui était fait, à la fois au niveau dans les communautés de recherche, au niveau régional, au niveau national, pour comprendre l'existant et aussi analyser qui avait quel rôle. Par exemple, parfois les ministères décident des financements, les universités, vont, évaluer les chercheurs et cetera. Donc c'est vraiment identifier qui fait quoi pour après voir comment aussi on organise, le plan d'action.
Donc nous, en termes méthodologiques, c'était plus une structure de comment avancer vers ce plan. Donc c'est juste c'est des grandes catégories à considérer. On a encouragé les participants d'abord à bien identifier leurs objectifs, donc vers quoi ils souhaitent tendre, à associer ces objectifs à des actions qui leur permettront de réaliser les objectifs définis, donc des choses plus précises à faire. Et à ces actions, on peut associer des jalons, des milestones dans les projets européens, où on va dire, bon ben, si on a tel document, tel élément, telle réunion, etc., on a validé une partie ou une action complètement et on peut avancer vers la suivante. Et donc, en parallèle aussi, il y avait la question de qui fait quoi, donc délimiter les rôles, les responsabilités de chacun pour ce plan d'action. Et enfin, on a conseillé aussi de prioriser pour le plan d'action en comprenant que parfois déjà il y a des actions qui doivent être faites en premier pour permettre celles d'après. Et aussi parfois aussi selon le contexte national, les enjeux politiques, administratifs à l'œuvre, il y a des actions plus urgentes que d'autres. Donc c'était un petit peu en termes de structuration du plan d'action, c'était les conseils qu'on avait, avec un petit peu un conseil de gestion de projet, mais de toujours être dans un point de vue, disons, pragmatique, de la question posée et de toujours se dire: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on veut réaliser? Comment on va pouvoir mesurer ce qu'on a fait? Est-ce que c'est dans notre à nous, c'est la question du périmètre, des compétences. Est-ce que c'est à nous de le faire? Est-ce que c'est réaliste de le proposer? Et quand est-ce que ce sera fait si on se fixe ces objectifs?» Donc vraiment avoir cette vision assez pragmatique du plan d'action, pour les organisations. Donc nous, donc ça, c'était plutôt pour la vision méthodologique. Après, en parallèle, on a, heu, organisé des ateliers de travail pour présenter différentes initiatives à l'œuvre, pour, les principes FAIRE qui pouvaient aussi donner des clés aux participants de sujets à creuser ou, d'initiatives à suivre pour aussi, tracer leur chemin, vers le faire, disons. Et là, donc déjà, bon, je vais aller plus dans le détail de ces workshops, mais déjà pour votre information, ils sont tous sur la chaîne YouTube de Faire Impact. Donc si vous voulez aussi, les revoir et cetera, ils sont accessibles publiquement, donc c'est s'il y en a certains qui vous intéressent, n'hésitez pas. Et donc pour les workshops dont on a en organisé 6, un premier pour donner des exemples donc de pays qui ont, développé une feuille de route pour le faire au niveau national. Donc là, c'était la Roumanie et l'Allemagne et pour donner 2 exemples dans 2 contextes différents qui ont aussi fait ce travail d'analyse de ce qui existait et de comment développer, le plan d'action en fonction de leur contexte. Un deuxième workshop qui, posait la question donc de, comment engager les chercheurs, à mettre en œuvre les principes FAIRE, à réutiliser aussi des données FAIRE. Et donc là, c'était vraiment la question de comment engager des communautés qui sont souvent très différentes, dans une même dynamique, vers les principes FAIRE, qui est aussi souvent synonyme de changement pour les communautés. Et là, donc ça, c'est aussi, bon, les conclusions, c'était quand même que globalement, ce sont les financements et l'évaluation des chercheurs qui pouvaient avoir un impact. Mais voilà, c'était aussi intéressant d'avoir cette discussion parce que au bout du bout, comme on dit, c'est important cette action. Le troisième workshop portait sur les publications en open access, donc en accès ouvert. Donc comment faire en sorte qu'il y ait moins de barrières financières, légales et techniques pour accéder aux publications de recherche? Comment il y a de nouvelles revues qui émergent aussi pour encourager ce mouvement? Et comment en fait finalement, ça permet, d'accroître la visibilité, et de la réutilisation des données, scientifiques et des publications scientifiques. Donc c'était aussi des outils pour, aller vers des publications en accès ouvert. Le quatrième workshop, donc là, c'était un partenariat avec un projet européen qui est encore qui est en cours de mise en œuvre également, qui est Skills for EOSC et donc là, c'était l'objectif de présenter, un des, un des formats qu'ils développent que sont les centres de compétences et là, leur objectif, c'est qu'au niveau, d'une communauté, d'un territoire, on propose un centre qui rassemble les formations, disponibles pour la science ouverte, pour les OSC et pour les principes FAIRE et ce centre de formation peut à la fois former des formateurs, mais aussi former directement, des,
des agents pour accompagner aussi à la mise en œuvre des principes FAIR sur un territoire ou dans un périmètre donné. Donc c'était aussi ça, je crois que ça a pas mal inspiré l'équipe de Knuts. Et alors l'avant-dernier workshop, c'était sur une initiative française, cette fois-ci, qui est Recherche DataGouv. Donc elle est portée par le ministère français de la recherche et enfin, de l'enseignement supérieur. Et l'objectif, donc là, c'est à la fois une initiative, on peut voir top-down, mais aussi bottom-up, c'est-à-dire que c'est rassembler les initiatives locales qui ont déjà été mises en œuvre, par exemple des entrepôts de données à proximité, enfin, avec les labos, des infrastructures de recherche, des centres de référence, des catalogues de données, des centres de ressources, et de aussi faire en sorte qu'il y ait un dialogue et une possibilité aussi d'harmoniser les pratiques au niveau national. Et notamment, on peut voir aussi de proposer pour tous les chercheurs un entrepôt de données qui corresponde soit à son champ scientifique, et s'il n'y en a pas, juste un entrepôt de données général au niveau national pour garantir qu'il y ait un endroit où déposer les données pour les chercheurs. Donc ça, c'était l'avant-dernier workshop. Et donc le dernier, c'était sur la question de l'évaluation de la recherche. Donc on a parlé de COARA, donc une coalition pour l'évolution de l'évaluation de la recherche qui, à ce jour, rassemble 723 organisations qui ont signé un accord pour s'engager sur pour prendre 10 engagements pour réformer l'évaluation de la recherche tout en respectant l'autonomie des organisations. Et on peut voir, par exemple, la science ou enfin les publications en open access comme un des angles d'approche de cette réforme qui peut aussi encourager l'utilisation des principes FAIR dans une vision plus large, disons. Donc voilà pour les workshops. Après, à nouveau, on a essayé d'encourager donc les échanges dans l'équipe et entre les participants pour que chacun apprenne les uns des autres, donc au travers de 3 sessions d'échanges avec les pairs pour échanger les uns avec les autres sur les solutions qui étaient trouvées, les problèmes partagés, etc. Donc c'était assez intéressant de voir ces échanges. Et enfin, donc, à nouveau, pour la méthode, on a travaillé aussi en bilatéral avec les participants, donc notamment CNUDST, pour faire avancer leur plan d'action pour le faire au niveau national. Donc voilà, merci pour votre attention et bon après-midi. Et s'il y a des questions. OK, merci beaucoup, Salomé. Je souhaite bien sûr souligner le grand effort qu'a fourni Salomé dans le cadre du Mentorship qui nous a conduit dans le cadre de ce pôle programme et qui nous a permis de développer notre plan d'action national pour implémenter les faits impact à l'échelle nationale en suivant les recommandations et les sessions de support qu'a porté toute l'équipe de Fair Empire Act, en particulier Salomé et tous les collègues. OK, de suite, je vais essayer de vous donner une idée sur le résultat de ce plan d'action via une petite présentation de 10 minutes. OK, je partage mon écran. OK. Est-ce que vous voyez mes slides? OK, excellent. Comme a mentionné Salomé, développer un plan d'action pour l'implémentation FAIR, ce n'est pas seulement des ambitions, surtout dans un cadre académique ou universitaire où les intervenants sont multiples et et les centres d'intérêt se croisent beaucoup et où il devrait y avoir un grand consensus sur les actions à entreprendre euh, et à déployer. En effet, d'après l'expérience qu'on a eue et le support qu'on a eu à travers les sessions de mentorship, il fallait
être ambitieux, rêveur, mais il faut aussi mettre pied sur terre et voir ce qui est implémentable et ce qui est faisable dans notre cadre particulier de la Tunisie, où la notion et le concept, les principes et le concept fait est peu connu et on doit investir beaucoup dans, au niveau de la promotion, de la sensibilisation et de l'engagement de la communauté et des différents acteurs qui interviennent dans le cadre académique et universitaire afin de mettre en œuvre ce plan d'action FAIR international. Avec cet esprit et avec cette conscience, on a essayé de déployer ou de développer un plan d'action national tunisien en pleine conscience, simple, concis, et qui contient euh, 4 objectifs en tout et pour tout. Et chaque objectif contient au maximum 3 actions. Ces actions devraient être plus ou moins implémentables et qui conviennent à notre réalité et à notre contexte tunisien. Donc, le premier objectif qu'on a ciblé ou tracé, c'est de développer un plan de formation continue sur les pratiques FAIR. En effet, comme je l'ai déjà mentionné, comme Salomé et Joy l'ont clairement mentionné, euh, le plus important, c'est de sensibiliser et de former les gens sur ces pratiques FAIR. Les gens, c'est-à-dire tous les intervenants à tous les niveaux, c'est-à-dire les chercheurs, les décideurs, les cadres des bibliothèques, les différentes parties qui interviennent dans le développement et la mise en valeur de la production scientifique à l'échelle nationale. Et comme je l'ai déjà mentionné, l'absence de conscience ou d'usage de ces pratiques FAIR nous conduit de focaliser notre plan d'action sur la formation. Ou, à travers cet objectif, nous souhaitons tout d'abord, ou nous projetons tout d'abord créer un centre de compétences FAIR qui va être consacré au développement de compétences nationales sur les pratiques FAIR. Et dans ce centre, une fois développé, ce centre de compétences va développer des programmes de formation nationaux qui toucheront tous les parties prenantes dans le cadre de la production scientifique à l'échelle nationale. Une fois que les différents intervenants ont été sensibilisés sur ces pratiques, sur l'utilité de ces pratiques et sur l'usage de ces pratiques, on va essayer de rejoindre des projets nationaux et internationaux, d'initier tout d'abord des projets nationaux et de rejoindre des initiatives internationales afin de mieux intégrer l'écosystème du FAIR. Ceci va nous permettre d'avancer plus vite et d'encourager notre communauté via ces projets nationaux de pratiquer et d'harmoniser leurs pratiques FAIR, en particulier sur l'usage des PID et sur l'usage des protocoles et des différents pratiques et des différentes pratiques de FAIR. La deuxième action, comme je l'ai déjà mentionné, c'est de rejoindre des initiatives internationales qui favorisent l'usage du FAIR. En effet, interconnecter avec des réseaux internationaux, ça va nous permettre d'avancer plus vite et d'acquérir une expérience
que les autres collègues et les autres partenaires à l'échelle internationale ont déjà acquis. Le troisième objectif, euh, c'est d'améliorer les capacités de notre repository piste, à les capacités faire de notre repository piste. L'idée ici, c'est de rendre ce repository comme projet pilote, dans lequel on va essayer d'instancer, de montrer à notre communauté l'usage des pratiques faire et pourquoi pas rendre ces pratiques valables à l'échelle nationale via l'adoption de ces pratiques dans les différents repositories à l'échelle nationale. Donc, l'idée est de créer, de rendre ce repository comme un projet pilote et à partir de ce projet-là, la communauté peut apprendre et peut mesurer l'impact et l'utilité des pratiques faites. Donc, pour ce faire, on va essayer de mettre à niveau notre repository piste pour qu'il soit conforme aux pratiques faites. On envisage aussi migrer vers la framework Org Invenue RDM, qui est la version communautaire de la framework Zenido. Et enfin, on va essayer de disséminer tous les travaux qu'on a effectués vers le développement de documentation et de guides pratiques. Le quatrième et le dernier objectif, c'est à partir de ces actions qui sont plus ou moins opérationnelles, essayer de dégager une vision globale sur l'usage du fer à l'échelle nationale. C'est vraiment la synthèse de l'ensemble des des actions engagées dans les trois objectifs précédents. Dans cet objectif, on va essayer d'initier des réflexions pour développer des processus FAIR. Et en deuxième lieu, on va essayer de transformer ces réflexions en politique et stratégie FAIR. J'ai mis ici, c'est où oui et, parce que c'est en se basant sur les réflexions collectives qu'on va engager, on va décider que ce soit d'aller vers une politique FAIR ou bien développer une stratégie dans laquelle on va trouver la politique FAIR qu'on va développer. Ceci, c'est pratiquement la théorie ou le concept qu'on a envisagé. Mais finalement, pour mettre en œuvre ces différents objectifs, il faut avoir une dynamique. Et cette dynamique derrière est la suivante. Donc, comme je l'ai dit, on va axer notre effort, on va se focaliser sur un premier axe qui consiste à développer des compétences FAIR à l'échelle nationale. On va ensuite engager la communauté dans des projets nationaux et internationaux qui vont nous permettre de rendre cette communauté partenaire de ces activités FAIR. Grâce à notre projet pilote piste, on va essayer de faire valoir ces pratiques FAIR et qui, ce repository va aussi va être un outil de démonstration pour la communauté et les différents partenaires sur l'utilité et l'apport des pratiques FAIR en pratique via ce repository. À travers l'ensemble de ces travaux qu'on va engager, on va essayer de créer des groupes
différents groupes de réflexion. Les uns, bien sûr, vont, parmi ces groupes de réflexion, il y a ceux qui vont se focaliser sur le développement des compétences, faire à l'échelle nationale. D'autres peuvent réfléchir sur les stratégies faire à partir des compétences acquises à partir des acquis via les formations et le développement de compétences qu'on a assurées. Il y a aussi des groupes de réflexion sur les politiques faire. Donc, finalement, c'est une matrice qui n'est pas disjointe, mais qui tourne, qui tourne autour et fait une sorte de moteur qui va générer des idées et des groupes de travail selon besoin et selon l'évolution de l'État et de l'État de notre de l'État, de la communauté vis-à-vis de ces pratiques faits. Ceci va nous permettre finalement de développer une vision globale, comme je l'ai dit, et dans laquelle on va décider si on va avoir une stratégie faire ou une politique faire seulement, ou une stratégie dans laquelle on va intégrer une politique faire. Vous savez très bien qu'une stratégie s'étale sur entre 3 et 5 ans. Et une politique peut durer pour une période bien déterminée jusqu'à la mise à jour de cette politique. Les avancements qu'on a effectués depuis le développement de ce plan d'action. Donc, tout d'abord, pour initier le processus de préparation du développement des compétences de la communauté, on a essayé de rejoindre le réseau Skill for UOSC, qui nous propose de transformer, d'être un centre de compétences nationales dans les pratiques faire. Donc, on a commencé le processus pour rejoindre ce réseau qui va nous apporter beaucoup de support dans notre planning de devenir un centre de compétences nationales en matière de faire. Pour engager la communauté, on a créé le consortium tunisien du Douaï. Et on va essayer de continuer avec d'autres PID. Donc, ce consortium du Douaï a été créé en partenariat avec, l'organisation DataSite. Avec PIST, on a essayé d'adopter un plan d'action pour améliorer ses capacités faire. Ce plan d'action va être présenté tout de suite dans la présentation suivante par mon collègue Slahdine Benal. Ceci est l'état du lieu et les avancements qu'on a entamés pour mettre en œuvre ce plan d'action en attendant de continuer avec d'autres actions. Les défis. Les défis majeurs, c'est vraiment de transformer ces actions opérationnelles en policy stratégie. En effet, il est un peu délicat d'avoir une conception des actions opérationnelles et de pratiques faire en stratégie et policy. Vu que ces policiers stratégiques, comme je l'ai dit dès le début, nécessitent un large consensus de la part de tous les partenaires qui interviennent dans la production scientifique tunisienne. Le deuxième défi, c'est bien sûr assurer la pérennité des actions entreprises
comme vous le savez, la pérennité, ça veut dire qu'il faut avoir les fonds nécessaires pour assurer cette pérennité. Et avoir ces fonds, ce n'est pas toujours évident. Ce que nous avons appris de cette large expérience, que l'implémentation de faire, elle est un processus continu itératif. En effet, comme vous pouvez le constater vous-même, l'implémentation des pratiques faites n'est pas limitée dans le temps. Et dans notre cas, la sensibilisation et le travail de sensibilisation, de formation qu'on va entamer, c'est lui qui va être le moteur pour passer ou pour pouvoir réussir les autres étapes et implémenter les autres actions. Sans persévérance et sans continuité, il est très délicat, dans notre cas, d'assurer l'implémentation ou de mettre en œuvre ce plan d'action. Donc, il faut être persévérant, patient et essayer de sensibiliser le maximum de partenaires à l'échelle nationale autour de ces pratiques. La collaboration internationale est essentielle. En effet, échanger les expériences, le savoir-faire d'un nouveau concept, comme c'est le cas du FAIR, où tout le monde est en train d'apprendre, ça nécessite une interconnexion avec le monde extérieur, parce que rien n'est acquis en une expérience, comme Joy et Salomé venaient de l'exprimer. On est tous ici en train d'apprendre et on continue d'apprendre ensemble. Si on va s'isoler et ne pas collaborer avec autrui, on risque de faire des mauvais pas et de gagner et de perdre une opportunité de pousser nos activités. La dernière chose qu'on a appris, l'opérationnel est la clé pour initier des réflexions sur les politiques et les stratégies. En effet, et ceci est un avis personnel, on ne peut pas initier une politique ou une stratégie sans avoir entamé au moins des actions opérationnelles pour vérifier, pour tester, pour voir est-ce que ces actions sont déployables. Sans ces expériences et ces expertises opérationnelles, il est, à mon avis, rude ou quasi impossible de développer des politiques et des stratégies. Encore, c'est l'équipe de travail ici. Ceci est un rappel à l'ordre que je dois passer la parole à un des collègues. Donc, je vous remercie infiniment et je passe la parole à mon ami et collègue Slahdin Minami. Merci beaucoup. Slahdin, excusez-moi, mais vous êtes muté. Il faut activer le son, Slahdin. Ça va comme ça? Oui, excellent. Oui, ça va. Ok. Lire? Oui, Oui, ça va bien. Ok. Donc, merci Chokri, merci Joy, Salomé pour vos présentations claires et riches. Après tout ce que
tout ce qui a été avancé à propos de Faire Impact et le programme Faire Impact et OSC et tout ça. Donc, je vais introduire le plan d'action pour l'amélioration des capacités de faire de piste. Ce plan d'action donc a été réalisé au cours du programme d'appui aux dépôts et aux services de données, l'un des programmes auxquels le CNUS a candidaté. Euh, donc, notre plan d'action, en fait, c'est un livrable qui a été réalisé au cours de ce programme, qui a pris fin en septembre 2024. Et en fait, le plan d'action s'articule touche plutôt à 4 axes. L'axe des métadonnées, l'axe de l'infrastructure logicielle et matérielle, l'axe sur les politiques et l'axe de la communication. Donc, ces axes ont été répartis selon 5 objectifs qui concernent la conformité des métadonnées PIST avec les principes FAIR. Rappelons, comme l'a dit Chokri, que PIST, c'est la plateforme, c'est le portail d'information scientifique tunisienne, en fait, qui a 2 volets. Un volet de gestion de la base de données bibliographique du centre et un volet entrepôt des archives ouvertes, particulièrement la production scientifique des universités. Le deuxième objectif, c'est en fait, Chokri l'a abordé aussi, c'est la migration vers la version Mvinio RDM. Le troisième, c'est la fiabilité du référentiel PIST par rapport à ce qu'il fait. Le quatrième, c'est la sensibilisation et la mobilisation de la communauté scientifique tunisienne pour l'adoption des principes FAIR et l'utilisation et l'implémentation des PID. Pour le cinquième et le dernier objectif, il s'agit en fait d'une action de participation à la mobilisation, la participation du programme en tant que du programme d'appui au dépôt au programme NLI. Donc, c'est une participation pour la mobilisation en faveur d'une politique FR nationale. On va prendre donc ces objectifs une par une, ces objectifs un par un. Donc, pour tout ce qui est conformité des métadonnées pistes par rapport à faire. Donc, si on parle de conformité, donc, on suppose qu'il y a un minimum de conformité des métadonnées par rapport aux principes FAIR tels qu'ils ont été présentés par les intervenants auparavant. Donc, ce que nous comptons faire pour cette étape, cet objectif, c'est évaluer si les métadonnées pistes qui actuellement utilisent le format d'échange Marc 21 sont en conformité avec les principes FAIR. Et cela va se faire selon des métriques qui ont été élaborées par le projet européen FAIRS and FAIR. Ils sont disponibles sur leur site. Ce sont des métriques à travers lesquelles on va voir si les zones employées pour la description et l'identification des unités bibliographiques et éventuellement des objets sont conformes aux principes imposés par Faire Impact. Donc, une fois cette évaluation est faite, il va falloir identifier et mesurer l'impact de la mise à niveau. Donc, la mise à niveau, elle ne va pas se faire mécaniquement ou automatiquement ou systématiquement. Elle doit être faite en fonction des réflexions sur le résultat de l'évaluation. Bien évidemment, ce que nous comptons faire, c'est cette évaluation en tant que rapport va être communiquée et diffusée aux intéressés par les principes FAIR et ça entre dans le cadre du volet de la communication. La deuxième action pour cet objectif, c'est
la mise en œuvre des améliorations retenues. Donc, une fois l'évaluation est faite, les mises à niveau sur les métadonnées sont retenues. On va voir si dans la version actuelle de Invenio, qui est la version 1.2, c'est possible d'implémenter ces améliorations en fonction des recommandations des principes FAIR. Donc, pour ce faire, il faut bien évidemment faire la planification nécessaire pour pouvoir démarrer cette mise en œuvre. Sachant que dans PIST, tous les documents traités sont regroupés par collection. Donc, on prévoit que cette mise à niveau des métadonnées sera faite par type de ressources ou encore par collection. Le deuxième objectif, c'est en fait de migrer vers Invenio RDM. Donc, j'ai abordé dans le slide précédent que nous sommes actuellement sur Invenio 1.2 et actuellement, il y a des travaux qui sont faits sur les Invenio RDM au niveau local. Ça, peut-être Chokri va peut-être en parler plus amplement. Donc, cet objectif va solliciter une préparation de la migration des métadonnées PIST et appliquer les améliorations nécessaires aux métadonnées en fonction des résultats de l'évaluation. Donc, c'est la même évaluation qui a été essayée par les résultats de l'évaluation qui ont été testés sur la version Invenio.2 qui vont être aussi appliqués à ce niveau. Donc, pour ce faire, il nous faut préparer bien évidemment un plan de migration et l'attribution des rôles des intervenants. Il faut élaborer bien sûr les tables de correspondance du schéma MARC 21 actuel avec l'éventuel schéma DataSite. Et en fait, pour pouvoir aboutir à la conversion des données comme résultat bon, c'est planifié dans la préparation, donc c'est la dernière phase dans la préparation. Une fois faite, donc on va intégrer et tester les métadonnées de la nouvelle version de PIST, donc implémentée sur Invenio RDM, et cela auprès d'une communauté d'utilisateurs. Donc, une communauté d'utilisateurs qui doit être identifiée. Donc, nous comptons faire appel à des chercheurs ou des établissements pour les impliquer dans les tests. Et ça pour en fait pouvoir cerner tous les types d'utilisation de la nouvelle plateforme, sachant que potentiellement avec le nouveau schéma, et ça va être dit plus bas, sachant qu'avec ce nouveau schéma, il y a une opportunité qu'on passe à l'objet digital et pour parler plus ouvertement sur l'open science et non seulement sur l'open access. Donc, dans cette phase, donc, il faut identifier les candidats chercheurs et établissements impliqués dans les tests. Il nous faut élaborer un plan pour les opérations d'essai. C'est l'aboutissement de ces opérations d'essai. Bien sûr, ce sont des résultats des tests et des propositions qui vont nous des propositions qui émanent des chercheurs et des établissements concernant les tests. Donc, ce recueil sera sous forme de rapport. Donc, l'étape suivante, c'est l'application des résultats retenus du rapport des tests.
les rapports, donc tout ce qui est proposition, retenue d'amélioration et tout ça. Et puis, c'est la préparation de l'étape de production, donc l'entrée en vigueur de l'application des améliorations telles que faites sur les métadonnées. Donc, dans ce contexte, et comme je l'ai abordé tout à l'heure, donc l'ambition, c'est en fait d'étendre la soumission à d'autres types d'objets de recherche. Donc, actuellement, l'ambition, c'est de passer de l'open access qui s'intéresse particulièrement à la littérature textuelle aux objets digitales, donc tout type et forme de données, soit des données brutes, soit des images, soit des vidéos. Cette panoplie de données de recherche sera éventuellement référencée dans notre portail PIST. Donc, pour ce faire, il faut repenser les métadonnées parce qu'actuellement, la majorité des métadonnées qu'on utilise sont dédiées aux unités bibliographiques textuelles. Donc, qui dit métadonnées, repenser les métadonnées, repenser le schéma. Et c'est pour cela que nous avons abordé le schéma DataSite plus haut. Donc, il faut se préparer à cela et faire le passage du schéma actuel à l'éventuel schéma DataSite. Bien évidemment, tout ça doit être documenté. Donc, l'un des piliers de cette opération de la migration, c'est de documenter l'opération, toute l'opération en elle-même, et pour que ça ait continuité. Donc, cela implique, en abordant les objets et les jeux de données, ça implique en fait un nouveau processus de soumission, éventuellement un nouveau processus différent peut-être de celui opérationnel employé pour le dépôt des thèses et des articles des universités et des établissements de recherche tunisiens. L'objectif concernant l'amélioration de la fiabilité du référentiel PIST. Donc, ça, c'est une autre approche qui a été planifiée dans le plan d'action et c'est en fait, Core Trust Seal, c'est une certification de la durabilité et de la confiance des infrastructures de données. Et ce label n'est pas en fait facile à l'avoir pour les entrepôts. La raison pour laquelle, c'est que pour avoir le label Core Trust Seal, il faut être ferme. Donc, nous, ce que nous avons planifié au début, c'est avoir les améliorations nécessaires pour que notre dépôt PIST, pour que notre plateforme PIST soit ferme. Une fois réalisé, nous allons penser à décrocher chez l'ONG Core Trust Seal son label de confiance et de fiabilité de la plateforme PIST. Donc, pour cela, il faut étudier ces recommandations de Crutchfield. Il y a en fait une correspondance entre les principes FAIR, qui sont une quinzaine, par rapport aux recommandations ou exigences de Core Trust Seal, qui sont aussi aux alentours de 16 ou 17. Je ne me rappelle plus le nombre des exigences. Et il faut qu'un principe FAIR correspond
soit validé, correspond à une exigence Core Style pour dire que c'est conforme. Il y a une conformité entre un principe FAIR et une exigence Core Style. Donc, comme je l'ai annoncé, l'axe, et ça, c'est Core Style, c'est plus en fait, c'est plus rigoureux au niveau des infrastructures. C'est pas comme le faire. Il y a des exigences organisationnelles d'infrastructures qu'il faut avoir pour pouvoir avoir le label Core Style. C'est pour cela qu'il nous faut, dans le cadre de ce plan, étudier la mise en œuvre de l'infrastructure pour la conservation à long terme des données sur piste. Donc ça, c'est côté matériel et logiciel éventuellement. La planification, l'autre action, c'est en fait la mise en place, si on réussit de le faire, si on réussit d'être conforme au Core Style, c'est de mettre l'infrastructure avec nos partenaires hébergeurs, notamment le CCK, et préparer un plan de continuité du service avec la communauté des chercheurs. Et ça, c'est la continuité et la durabilité, ça devient de plus en plus une exigence extrême pour tout ce qui est dépôt de données scientifiques. Donc, pour ce qui est de l'objectif de sensibilisation et de la mobilisation pour l'adoption par la communauté scientifique nationale et les organisations académiques et de recherche nationale pour l'adoption de FAIR et des Persistent Identifiers, il y a lieu en fait démarrage du consortium comme l'a avancé Choukri et va être présenté par mon collègue Bassem Amira. Il y a eu démarrage au cours de cette année du consortium d'oil tunisien. Nous comptons avec ce plan d'action organiser des événements et des sessions de renforcement des capacités ciblées, donc ciblées du côté personne, du côté thématique, la priorité des thèmes. Donc, le ciblage, c'est sur les candidats, sur les thèmes. Et pour ce faire, il faut en fait préparer les supports nécessaires, dont des lignes directrices relatives à l'utilisation des DOI, des ORCAD, des ROR et autres types de PID, peut-être des documents d'explication plus clairs et abordables sur les principes FAIR. Il faut pour cela aussi mettre en place un plan de formation pour que ce soit fluide dans son exécution. Bien évidemment, procéduralement, il faut lancer un appel à participation pour assister à ces formations ciblées et en fin de compte, réaliser les formations planifiées. L'objectif de mobilisation en faveur d'une politique FAIR nationale, donc ça c'est un objectif axé sur tel que dit, sur la politique, et que ce soit une politique nationale adoptée d'une manière qui couvre le secteur de la recherche qui agit d'une manière active dans la production scientifique nationale. Donc, notre projection, c'est la mobilisation en faveur de la politique par, comme premier pas, l'adoption de ce plan d'action élaboré tel que présenté ici, pour que ça soit le premier pas de motivation et de sensibilisation
en faveur de l'adoption d'une politique au niveau national. Donc, dans le cadre de ce programme, on compte diffuser les outputs des activités qu'on va faire, notamment le rapport de synthèse de la conformité de pistes data avec les principes et les pratiques FAIR auprès de la communauté tunisienne des chercheurs et éventuellement, et si nécessaire, au niveau des décideurs. Et bien évidemment, le rapport de synthèse sur la migration vers le nouveau framework Invenio RDM. Donc, ce plan d'action, en fait, sa réalisation, comme je l'ai prononcé, c'était à court terme. Donc, ça a été réalisé au cours du programme. Les actions et les objectifs à réaliser et à entreprendre sont certains d'eux vont prendre beaucoup de temps et je crois que Chokri a mis un chronogramme plus détaillé que le mien, mais sachant que ce plan d'action a une date finale, c'est l'année 2029 où on compte avoir le label Core Trust Seal. Et bien évidemment, les actions, il y a des actions durables telles que recommandées et exigées par le Core Trust Seal pour le service de données, notamment notre portail PIST. Et merci beaucoup. J'espère que j'étais clair. Merci à vous. Merci à vous, Saladin. C'était très fructueux et très détaillé. Merci pour tous vos efforts tout au long de ce projet et des deux actions. Merci d'arrêter le partage. Donc, juste je vais signaler avant de donner la main à mon ami et collègue Bassem que les deux plans d'action qu'on vient de présenter s'interconnectent et se chevauchent. Et l'un fait l'affaire de l'autre. Et comme Saladin vient de le mentionner, l'objectif de ce dernier plan d'action est de servir et de permettre à PIS de servir comme un projet pilote ou un modèle qui va être utilisé ou imité par notre communauté de chercheurs et de bibliothécaires et toute la communauté tunisienne. Merci beaucoup, Slahadine, encore une fois. Et je passe la parole à notre collègue Bassem. Est-ce que vous êtes là, Bassem? Bassem? OK, il a commencé le partage de l'écran. C'est à vous. On ne voit pas votre écran, Bassem. Et je vais repartager. Merci, Choukri, merci Slahadine. Donc, ravi de vous faire découvrir aussi l'initiative lancée en 2024. Il s'agit de la construction d'un consortium tunisien pour l'attribution de DEI aux résultats de la recherche scientifique tunisienne. Donc, le DOI est devenu un standard ISO et une exigence de plus en plus demandée. L'adoption du DOI répond bien au principe FAIR. Elle garantit la traçabilité et facilite la citation des articles, simplifiant ainsi leur indexation dans les bases de données, les moteurs de recherche académiques, ce qui permet une meilleure visibilité. Les DOI résolvent les problèmes de pérennité des URL, offrant ainsi un lien plus stable et permanent vers les ressources en question. Cela encourage le partage et l'utilisation de ressources scientifiques. Et les DOI permettent aussi de suivre les références et de vérifier la reproductibilité des résultats de recherche. Un des points importants, c'est à signaler que
l'adoption de PID et effectivement de DOI favorise aussi la conformité aux politiques, quelles que soient les politiques, de nombreuses institutions de recherche et d'organismes de financement qui exigent l'utilisation des DOI pour les publications et les données. Et le contexte tunisien, et comme vous le voyez, les DOI offrent de nombreux avantages et permettent de répondre à des exigences locales et en même temps internationales. C'est pourquoi il était nécessaire de donner une réponse à ce besoin à l'échelle nationale, tirant profit de ces avantages et prenant en considération nos contraintes et spécificités. Donc, ainsi, l'opportunité qui a pu répondre à ce besoin en termes de financement, c'était à travers le Fonds d'accès global GAF, institué par DataCite, et qui vise à financer pendant l'année 2024 des initiatives permettant aux communautés du monde entier en fait, de rendre le résultat de recherche découvrable, pour lequel le CNUTS a candidaté. Et notre proposition a été examinée et retenue par un comité mis en place par DataCite. Et le projet, si on résume les objectifs principaux, donc c'est de mettre en place une communauté nationale de pratique et de les maintenir pour les années à venir, afin de tirer parti de l'infrastructure scientifique ouverte de DataCite et qui favorise, comme je viens de dire, la visibilité, l'accessibilité des résultats de recherche grâce à l'attribution et l'enregistrement des DOI. Donc, le projet permettra durant l'année 2024 de promouvoir l'utilisation des DOI au sein des institutions tunisiennes afin d'identifier et d'assurer un accès permanent à leurs résultats de recherche, sensibiliser la communauté tunisienne, à savoir les bibliothécaires, les gestionnaires d'entrepôts, les chercheurs scientifiques, les universitaires, les éditeurs et notamment les décideurs, aux avantages et acquis de l'infrastructure de la science ouverte, à l'instar des identifiants persistants. Donc, une des tâches qu'on a commencé aussi à faire à travers ce projet, c'est de connecter les solutions locales à l'infrastructure déployée par DataCite pour permettre l'enregistrement des CDOI. Donc, notre approche est très simple et se base sur 3 axes dans cette initiative. C'est de créer l'opportunité de rassembler les parties prenantes pour échanger et créer un espace d'échange et de synergie contribuant à un bon déroulement du projet. Et cela implique bien évidemment de rassembler les organisations qui prouvent ce besoin commun. Donc, l'axe de sensibilisation et de faciliter la démarche autour de l'obtention du DOI et de rationaliser les dépenses afin de tirer profit de la gratuité accordée à la communauté tunisienne pendant cette année par DataCite et construire quelque chose de solide qui s'engage et pérennise l'action. Donc, le 1er mars 2024, un appel de participation en mettant en place un formulaire d'inscription en ligne, invitant les organismes de rejoindre notre initiative. Donc, la communication a commencé par organiser un webinaire le 8 mars dans lequel nous avons présenté un aperçu du consortium du tunisien projeté et de discuter des objectifs et des avantages de ce projet tout en introduisant DataCite en tant que partenaire à notre audience. Donc, de 40 organisations ont exprimé leur intérêt à rejoindre le consortium pour bénéficier et contribuer à l'attribution des identifiants d'objets numériques, plus précisément DOI. Les universités sont à l'avant-garde de l'excellence académique et de l'innovation. Donc, on a 4 universités qui ont exprimé le besoin d'y adhérer. Il y a d'autres qui sont présentées par des sous tutelle.
Les centres de recherche aussi jouent un rôle crucial dans l'avancement des découvertes scientifiques et des progrès technologiques. Donc, toutes ces organisations, leur participation enrichira sans aucun doute notre consortium. On a aussi les RESA à côté de nous. Les RESA en tant que fournisseur de services Internet pour le secteur agricole apportera aussi des perspectives d'une expertise précieuse du secteur agricole. Nous avons ouvert aussi la possibilité d'y adhérer aux associations académiques scientifiques qui représentent ainsi une large éventail de disciplines académiques et scientifiques, assurant une approche diversifiée et complète des objectifs de notre consortium. Voici donc, nous avons créé une identité visuelle dans laquelle on symbolise notre engagement vers la collaboration et l'innovation autour de l'identification des objets numériques. Donc, côté les événements, nous avons aussi organisé le 6 juin une session en ligne aux membres potentiels du consortium tunisien les connaissances nécessaires pour mettre en place le cadre opérationnel du consortium. En effet, le webinaire a été une occasion pour se familiariser avec des pratiques d'organisation de gouvernance de consortiums internationaux déjà mis en place et en exercice, tels que le consortium de Grande-Bretagne, le consortium de nos collègues des ministres de France et aussi le consortium canadien dont il est géré par l'instance CRKN. Donc, un troisième événement a été aussi organisé, cette fois-ci un atelier donc, dans lequel on a invité tous les représentants des organismes qui ont rejoint le projet. Donc, cet atelier, lors duquel nous avons exploré les différents processus d'enregistrement des DOI. Aussi, nous avons présenté le schéma des métadonnées DataSite et engagé aussi des réflexions collectives pour affiner notre charte d'adhésion pour les membres potentiels du consortium. L'idée donc et les contributions de cet atelier sont, on le considère en tant qu'inestimable vu qu'elle propulse vers l'avant la réalisation de nos objectifs, en particulier celle d'établir une vision claire et commune pour le consortium et d'atteindre l'objectif le plus grand de rendre nos infrastructures plus conformes aux principes FAIR. Donc, une des étapes qu'on a commencé depuis juillet, c'est de collecter les résultats de recherche numérique ainsi que les métadonnées requises, surtout du fonds qui est non publié. Donc, et pour aider les membres à préparer les métadonnées, nous avons accorder l'assistance nécessaire en fournissant un modèle de feuilles Excel conforme au schéma DataSite pour les aider à bien décrire ces résultats de recherche en format numérique. En septembre, DataSite a créé pour nous le premier lot de comptes de production via l'interface web Fabrica de DataSite. Ça nous permettra de gérer les enregistrements plus efficacement et de rationaliser nos flux de travail. Donc, dans le même cadre, nous travaillons actuellement sur l'intégration de l'enregistrement de DOI avec les plateformes de publication de revues publiées et éditées par les organisations qui ont rejoint l'initiative. Donc, pour les revues basées sur le framework OGS, nous avons aidé à configurer l'enregistrement automatique des DOI via l'API DataSite. Pour les revues, celles qui sont hébergées ou développées sur d'autres plateformes, nous avons aidé à la préparation des métadonnées et à l'enregistrement via l'interface Fabrica. Donc, nous assistons actuellement à plus de 2 revues. Cette réalisation
nous le considérons comme étape importante dans nos efforts pour améliorer la visibilité de l'impact de nos résultats de recherche pour le rendre plus visible Ouais, Bassem. oui. Oui. Donc, l'intégration aussi avec PIST a commencé. Nous avons élaboré une transformation pour rendre aussi nos enregistrements et nos métadonnées conformes exportables en DataSite. Donc, l'intégration et l'enregistrement de quelques enregistrements manuels via le Fabrica a été effectué de façon succès. Et en général, nous travaillons actuellement sur l'intégration automatique et l'enregistrement automatique du drive via le IPR. Comme résultat, nous avons plus de 355 drives fundable, donc a été attribué on a commencé au mois de septembre. Donc, les résultats sont prometteurs et plus de 250 participants ont participé à nos événements. Nous sommes à l'étape, comme j'ai mentionné, dans notre feuille de route planifiée actuellement à l'étape de collecte et de l'intégration des plateformes locales. Pour qu'à la fin, nous espérons consolider cet effort par la formalisation de la naissance de consortium. Merci à vous, Choukri. OK, merci beaucoup, Bassem. Je vous remercie infiniment. Et, un merci spécial va à vous parce que c'est le deuxième présentation de suite après la présentation que vous avez fait dans le cadre de DataSite Community. Donc, je vous remercie infiniment pour tous ces efforts et pour cette excellente présentation et surtout cette excellente initiative. Et vraiment, c'est une réussite, ce consortium de Douai que le CNUS et vous-même, vous êtes en train de conduire et en tant que leadership de cette initiative. Merci beaucoup à vous et à tous les collègues aussi. Je pense qu'il y avait quelques questions au niveau du QRR. Joy a répondu à quelques-uns, moi-même et Stahadi. Est-ce qu'il y a d'autres questions envisageables? Merci de lever la main ou poser votre question dans le chat. Ils ne sont pas des questions nouvelles. Il n'y a pas de questions? Pas des questions. OK. Permettez-moi alors de poser une question. On voit bien que c'est bien clair. Ouais. On voit bien que les présentations étaient assez claires. Donc, Ouais. merci Oui. à toute l'équipe. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça a été. J'insiste sur le fait qu'on doit diffuser le record et que tout l'événement est enregistré. Donc, ça, c'est pour que tous les présents soient avertis que l'événement a été enregistré et que l'enregistrement il va être diffusé en public. Si quelqu'un a des objections, qu'il l'annonce ou qu'il le mentionne par mail ou via les outils de communication dont on dispose. Je vous remercie tous pour la qualité de votre présentation, de votre présence avec nous, avec l'espoir de transformer cet événement en un événement périodique, par exemple, chaque année, et avec l'espoir d'avoir plus de participants et des gens qui s'intéressent à ce programme. Et c'est sûr que notre plan d'action qu'on a développé est conscient des difficultés qu'on a à implémenter ces pratiques faits et on va essayer avec persévérance et continuité de le mettre en œuvre et grâce au dévouement de toute l'équipe. Je vous remercie, Joy, Salomé, Rita,
Slahaddine, Bassem, pour tous vos efforts, avec l'espoir de vous retrouver dans d'autres événements similaires. Merci, merci à vous.